écouté les grands entretiens de Teddy Papavrami et Suzanne Amalki et j'ai été sensible à leur façon respective d'évoquer la question du corps. Pour Suzanne Amalki, cette question est abordée par celle de l'exigence, de la maîtrise et aussi de l'émotion vive qu'elle ressent face à un maître qui va être très exigeant à son égard. Pour Teddy Papavrami, c'est une question qui semble être quotidienne, permanente. D'abord, l'instrument qui fait déjà partie de lui avant même qu'il ne débute le violon, comme il le dit, je le cite. Et puis ensuite, sa façon de nommer son travail par la quête de sensations fines, la fonction importante de la respiration, son rythme sportif quotidien, et aussi le corps qui flanche. Il décrit cet épisode où pendant plusieurs mois et de façon inexpliquée, il n'avait plus de force dans le bras droit. Ça, c'est très énigmatique pour lui. Et puis, dans ces deux séries d'entretiens, il y a pour chacun d'eux des moments forts où les pleurs viennent prendre la place de la parole. Je me suis demandé si au nouage entre la musique et le tragique, il n'y avait pas un corps révélé, un corps qui parle les musiciens plus qu'ils n'en parlent. Dans le cas de Suzanne Amalki, ça serait cette grande exigence comme une écriture du corps, c'est-à-dire conduire la musique et ne pas s'y laisser embarquer. Dans le cas de Teddy Papavrami, ça serait plus du côté de l'inexplicable, de ce qu'il faut dompter, cet instrument qui fait déjà partie de lui, d'un côté, ce corps qui lui échappe. Est-ce que tu serais d'accord pour parler d'un nouage musique, tragique et corps? Et est-ce que ça t'évoque d'autres exemples? Oui, moi je pense que le corps, c'est une question capitale parce que justement, quel est l'instrument que l'on joue? Quelle est la place du corps dans cet instrument? Là, on parle d'un violoniste et quand même à l'origine pour Suzanne Amelki d'une violoncelliste qui était violoncelliste professionnelle, la première violoncelle solo dans un orchestre, etc. Elle n'a pas juste joué de violoncelle, elle a été violoncelliste professionnelle et puis ensuite elle est devenue chef. Donc, j'allais dire, alors là, pour elle, à côté vraiment les deux extrêmes, c'est-à-dire le corps qui enveloppe complètement l'instrument et qui danse avec l'instrument, et puis le corps qui est seul, qui est face à un instrument multiple, en fait. Ce qui est, je trouve, oui, capital dans cette question du corps, c'est que je pense qu'il n'y a pas de musique, et c'est pas juste les chanteurs, il n'y a pas de musique sans le corps. Et Teddy Papavrami dit très bien, en effet, la respiration. C'est vrai qu'un archet, comme sur un piano, on n'a pas besoin de respirer, ça peut marcher tout le temps. Je veux dire, il n'y a pas de problème, sauf que ce ne sera pas juste. En fait, il faut, si on est en apnée, on n'aura pas le phrasé. Et tous se réclament du chant, c'est-à-dire que tous demandent à chanter, se chantent les choses pour avoir justement la respiration, passe par le chant, qui chante bien ou mal, on s'en fiche, ce n'est pas le sujet, c'est que vraiment la voix humaine est le Graal, quoi, en fait, pour l'instrumentiste. Réussir à trouver vraiment cette inflexion, cette manière d'accompagner, cette manière de phraser. Et ce n'est pas uniquement les vents et les cuivres qui ont cette quête, c'est aussi le pianiste. Moi, je me souviens de Maria Joao Pires qui me disait le son, il part des cuisses. Bon, et ce qui est vrai, en fait. Je veux dire, quand on est piano, ce n'est pas juste ses bras ou ses avant-bras, les poignets et les doigts. C'est tout le corps. C'est évidemment le dos, mais c'est aussi les cuisses et c'est énormément le ventre. Donc, voilà, tout est mobilisé véritablement. Voilà. Donc là, en effet, je trouve que Suzanne Amelki, il y a aussi une autre chose qui est quand même qu'elle est une femme chef d'orchestre, que c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup souffert de ça, qui a souffert de ça en tant que violoncelliste parce qu'elle avait un professeur hongrois avec qui quand même ça a été très très difficile et qui disait qu'elle était tout à fait ravissante et que bon, ce n'était pas forcément la peine d'imaginer qu'elle ferait une grande carrière, un machin, qu'elle jouait très bien du violoncelle et qu'elle était très jolie et que c'était peut-être suffisant. Mais dans mon souvenir, elle dit à un moment, de toute façon, j'ai décidé que je serais moche et que le corps n'existerait plus. C'était ces trucs mais d'une violence quand même totale, hein, de nier son propre corps pour se dire je ne suis plus que musique et
et je ne veux être considérée que comme le vecteur d'une musique, mais que ce ne soit pas la question que je sois une femme. Voilà. Ce qui est quand même, je pense, quelque chose de... Enfin, c'est une façon quand même de se départir de soi-même, quoi, qui est très violente. Papa Brahmi, c'est différent, mais il y a ce rapport au violon que partage Amandine Beyer, qui est violoniste aussi. Donc, c'est intéressant d'avoir deux violonistes. Elle, je me rappelle, elle dit il n'y a rien de moins naturel que le violon qui est une position asymétrique des bras en suspension. J'adore cette phrase. Je trouve que c'est génial parce que c'est vrai, c'est exactement ça. Et quand on dit ça, on se dit oui, en effet, c'est vraiment tout sauf naturel. Pour elle, le violon, c'est un outil. Ça lui permet de faire de la musique. Mais elle a fait de la flûte à bec, elle a fait du piano, elle a fait de la chorale, elle a fait plein de trucs. Elle a développé le violon, elle adore, ça lui permet de faire plein de couleurs, plein de choses, mais c'est un outil. Et il y en a beaucoup pour qui, en fait, l'instrument est uniquement un vecteur. Et puis Jean-Philippe Collard, lui, par exemple, non. On sent qu'il aime le piano. Il aime son piano, il aime l'instrument, il aime la forme qu'il a, il aime, voilà, il y a une attirance pour l'instrument lui-même. Mais ce n'est pas du tout toujours partagé. Il y a des musiciens qui ils auraient pu jouer tout à fait d'autres choses. Ce n'était pas grave. Ce qu'ils voulaient, c'était faire de la musique. Et Teddy Papavrami, on a l'instrument, on a l'impression que lui, il a été choisi et que c'était comme ça. Teddy Papavrami, puisqu'on en parle, malgré son histoire singulière et tragique, il formule avec clarté qu'il ne faut pas forcément des drames objectifs pour avoir des choses à exprimer en musique. Il dit que chez lui, malgré son histoire, il y avait une prédisposition à cela. Et ce qui le fascinait d'ailleurs, lui, c'était la douleur telle qu'il la percevait dans le jeu de Gitlis, Heifetz, Milstein, comme une identification nécessaire à la douleur pour servir la musique. Bon, ça c'est une supposition, une question. Alors, au fil de toutes les rencontres avec des musiciens que tu as eues, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette prédisposition ? Je sais pas. Je trouve que de la part de Teddy Papavrami, quand il dit que c'est indépendamment de son histoire, oui mais non. Il a été bercé en Albanie, il y avait peu de disques, il avait un père qui était quand même très dur, donc je veux dire un violon qui pleure et un violon, voilà, je pense qu'il a aussi été bercé par ça, donc c'est pas complètement étanche à son histoire personnelle, je pense. C'est plutôt une soif et sans doute peut-être la capacité à exprimer des choses très extrême en fait, qui fait que voilà, c'est comme si jamais leur art leur permettait de toucher des choses que tout le monde n'est pas capable de toucher ou d'exprimer, qui est l'intensité. L'intensité, elle peut être absolument joyeuse et lumineuse, comme elle peut être extrêmement sombre, mais je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose de triste ou qui vous retourne ou qui vous chamboule. Je pense que c'est plutôt une question d'intensité. C'est un peu comme si on prend des couleurs, quoi. C'est une couleur très intense avec une couleur plus neutre vont moins bien ensemble que deux couleurs qui, même si elles ne vont pas ensemble, leur intensité lumineuse font qu'elles ont sens à être côte à côte, quoi.